J'ai, un rapport alors, je pense que ça fait, oui, plus de 50 ans que je suis à la télévision. J'ai commencé, fin soix Et si, pendant plus d'un demi-siècle, la femme la plus rassurante de la télévision française avait vécu dans le mensonge? Voilà la question qui a bouleversé des millions de Français lorsque, à 67 ans, Evelyne Delia a brisé un silence qu'elle portait comme une seconde peau. Une révélation inattendue, intime, presque vertigineuse. Elle aime une femme, et cet aveu, aussi simple qu'un souffle, a fait trembler un pays entier. Imaginez un instant. Pendant plus de 40 ans, Evelyne a incarné la stabilité. La voix douce du soir, le sourire rassurant avant les tempêtes, la figure immuable d'un pays qui changeait sous ses yeux. Les générations se succédaient, les crises politiques passaient, mais elle restait là, inchangée, inébranlable. Du moins, c'est ce que nous croyons. Derrière les écrans, derrière les projecteurs, derrière l'image presque sacrée d'une femme parfaite, il y avait une vérité lourde, un secret que seule une poignée de proches connaissaient. Pendant des années, Evelyne Delia a tout enfoui. Ses doutes, ses élans, son identité profonde. Elle avait choisi le silence, ou peut-être était-ce le silence qu'il avait choisi, façonné par des normes d'une autre époque, par la pression d'une carrière construite sur la discipline et la retenue. Car la France n'était pas la France d'aujourd'hui lorsqu'elle a débuté. À la fin des années 60, une jeune femme n'avait pas vraiment le droit à l'erreur. Encore moins une femme ambitieuse, déjà observée, déjà commentée, déjà jugée. Du haut de ses 20 ans, Evelyne apprenait qu'avant d'être elle, elle devait être ce qu'on attendait d'elle. Une épouse, une mère, un visage sans faille, une voix sans émotion, une figure impeccablement lissée. Et pendant plus de 50 ans, elle a joué ce rôle à la perfection. Alors quand, en 2024, elle prononce ces quelques mots dans une interview exclusive: j'ai décidé de vivre pleinement, de vivre libre et d'aimer au grand jour. Quelque chose se fissure dans la conscience collective. Comment? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui pousse une femme de 67 ans, auréolée d'une carrière irréprochable, à bouleverser une image aussi solide que le marbre? La vérité, c'est qu'aucune révélation n'arrive par hasard. Derrière ce geste de liberté se cache une vie entière de compromis, de tempêtes intérieures, de nuits blanches où l'on se demande si l'on est encore maître de son destin. Ce coming out tardif n'est pas un caprice, ni un effet de mode. C'est l'aboutissement d'un chemin difficile, douloureux, parfois déchirant. Et puis il y a cette rencontre, cette femme plus jeune de 10 ans, discrète, presque invisible dans le paysage médiatique. Une présence douce mais déterminée qui a redonné à Evelyne ce qu'elle croyait perdu: le courage d'aimer, d'assumer, de briser les chaînes invisibles qu'elle portait depuis trop longtemps. Leur amour n'a rien de scandaleux. Il est simple, humain, salvateur. Mais pour comprendre comment une telle histoire d'amour a pu voir le jour, pour saisir vraiment le poids de cette révélation, il faut remonter le fil d'une existence jonchée de douleurs que la France ignorait. Car derrière le sourire le plus célèbre du pays se cachent des blessures profondes, des combats solitaires, des orages intérieurs bien plus violents que tous ceux qu'elle a annoncés à l'écran. On croit toujours connaître les figures publiques, on croit comprendre leur vie parce qu'on les voit tous les jours, parce qu'un sourire, un geste ou une phrase anodine semblent suffire pour dessiner les contours de leur existence. Mais pour Evelyne Delia, la vérité était ailleurs, bien plus profonde, bien plus fragile. Derrière ce sourire lumineux, celui qui réchauffait les foyers français juste avant le journal de 20 heures, se cachait une femme qui avait appris à vivre avec la douleur, en silence. Car l'élégance d'Evelyne, son calme presque surnaturel, n'était pas des dons naturels. C'était des armures. Tout commence en 2012, une année qu'elle n'oubliera jamais. C'est ce jour où, dans un bureau froid d'hôpital, elle entend le mot que toutes les femmes redoutent: cancer. Un mot court, un mot brutal, un mot qui détruit les certitudes en quelques secondes. Elle ne s'effondre pas, du moins pas devant les médecins. Evelyne a appris très tôt qu'elle n'avait pas le droit de flancher, mais dans le taxi qui la ramène chez elle, quand le décor parisien défile comme un film en noir et blanc, elle laisse échapper un sanglot. Un seul. Juste assez pour comprendre que la bataille ne serait pas seulement physique, mais intime. L'opération? La cicatrice? L'angoisse de la chimiothérapie? Et puis cette question qui tourne en boucle dans son esprit:
Vais-je encore revenir à l'antenne? Est-ce que la France acceptera de me voir affaibli? Car être une femme à la télévision, surtout à son âge, ce n'est pas seulement présenter la météo, c'est se battre contre les rides, contre les murmures, contre les jugements silencieux. Quand elle disparaît de l'écran, pendant plusieurs mois, les rumeurs s'emballent. Certains téléspectateurs inquiètent sincèrement, d'autres spéculent. Porte-t-elle une perruque? Est-ce qu'elle cache quelque chose? Des commentaires parfois contents, parfois cruels, comme des flèches lancées dans le dos. Quand elle revient, elle choisit la sobriété. J'ai été opérée, comme beaucoup de femmes. Pas un mot de plus, pas de drame, pas de confidence inutile. Car pour Evelyne, la pudeur n'était pas un choix, c'était sa nature. Mais au fond, cette période l'a brisée plus qu'elle ne l'a jamais avoué. Elle passait des nuits entières à fixer le plafond, se demandant si elle allait tenir et si elle méritait encore sa place, si cette bataille silencieuse ne finirait pas par l'engloutir. Et chaque matin, elle remettait son masque. Elle se maquillait, ajustait ses cheveux, répétait mentalement son texte, puis elle entrait en studio. Et elle souriait. Les téléspectateurs voyaient la lumière. Ils ne voyaient pas l'ombre. Car même après sa guérison, quelque chose s'était fracturé. Ce n'était plus simplement son corps qui se battait, c'était son âme. Un questionnement profond, presque existentiel. À 65 ans, survivante d'un cancer, femme d'une carrière exceptionnelle, elle se demande: qui suis-je vraiment quand les caméras s'éteignent? Ce doute, ce vertige intérieur, personne ne le soupçonnait. Et pourtant, ce n'était que le début des tempêtes que la vie allait encore lui infliger. Car 5 ans plus tard, une nouvelle tragédie allait frapper, plus violente encore, plus définitive. Il y a des dates qui marquent une vie, des jours où tout bascule, où même l'air semble s'épaissir, où le monde continue de tourner alors que votre propre univers s'effondre en silence. Pour Evelyne Delia, ce jour-là, c'est mars 2017, lorsqu'un appel brutal lui annonce la nouvelle qu'aucun être humain n'est jamais prêt à entendre. Philippe n'est plus. Un accident vasculaire cérébral, rapide, violent, définitif. On parle souvent de la manière dont les célébrités vivent leur drame, comme si leur notoriété devait les protéger de la douleur. Mais la vérité est tout autre. La souffrance ne choisit pas ses victimes. Et ce matin-là, Evelyne n'est plus une icône, une directrice de la météo, une figure rassurante. Elle n'est qu'une femme aux genoux qui tremble, perdant soudain l'homme qui l'a accompagnée pendant plus de 50 ans. Pendant une demi-siècle, Philippe a été son roc. Un homme discret, presque invisible pour le public, mais omniprésent dans l'ombre de sa réussite. C'est lui qui l'attendait après les journaux tardifs. C'est lui qui retenait sa main lors des périodes de doute. C'est lui, surtout, qui connaissait Evelyne mieux que quiconque. Ses failles, ses forces, ses peurs, ses rêves. Leur amour n'a jamais eu besoin d'exubérance. Il était fait de regards, de gestes, de routines rassurantes. Un amour mature, stable, silencieux. Un amour que le temps avait poli comme un galet. Et puis en quelques minutes, tout disparaît. Le soir même de l'annonce, Evelyne rentre chez elle. L'appartement est exactement comme il l'a laissé le matin. Ses lunettes sur la table du salon, le journal encore ouvert à la page des mots croisés, sa veste posée négligemment sur le dossier d'une chaise, et dans ce décor immobile, Evelyne ressent la violence du vide, un vide qui ne fait pas de bruit, mais qui hurle. Pendant des semaines, elle erre dans l'appartement comme une ombre. Elle se surprend parfois à préparer 2 tasses de café, à dresser la table pour 2, à se retourner pour lui raconter une anecdote avant de se rappeler que personne ne répondra. Ce sont ces réflexes-là, minuscules, quotidiens, qui brisent le plus. Mais le pire, c'est de devoir vivre ce deuil en étant un personnage public. Car lorsque vous êtes Evelyne Delia, vous n'avez pas vraiment droit à la fragilité. À la télévision, on vous demande d'être solide, douce, professionnelle. Les larmes doivent rester dans la loge. Le chagrin doit attendre après l'antenne. La douleur n'a pas sa place dans le bulletin météo. Alors, quelques semaines après la mort de Philippe, Evelyne revient sur le plateau. Elle se tient droite. Elle articule parfaitement. Elle sourit même. Un sourire tendre que personne ne remarque comme étant un peu plus fragile qu'avant. Et des millions de Français, ce soir-là, n'y voient que du feu. Ce que personne ne sait, c'est que, dès que la lumière rouge de la caméra s'éteint, elle s'effondre dans les coulisses. Une technicienne racontera plus tard qu'elle l'a trouvée un jour, seule, dans le couloir, tenant sa feuille de notes comme un bouclier, murmurant
je ne sais pas si j'y arriverai encore. La douleur est telle qu'elle devient presque physique. Une chape, un poids, une respiration coupée. Et pourtant, elle continue. Parce que travailler, c'est survivre. Parce que parler de la météo, c'est évacuer la tempête intérieure. Parce que rester Evelyne Delia à l'écran, c'est oublier l'espace de 3 minutes qu'Evelyne la femme est dévastée. Puis vient un autre moment de rupture. En février 2023, lors des obsèques de Catherine Laborde, son amie et collègue de longue date, Evelyne s'effondre en plein hommage. Les caméras capturent dans son visage ravagé par l'émotion. Les réseaux sociaux s'emballent. Jamais on ne l'a vue ainsi. Mais ce jour-là, elle ne pleure pas seulement Catherine, elle pleure Philippe. Elle pleure ces années de deuil qu'elle n'a jamais vraiment pu exprimer. Elle pleure toutes ces fois où elle a dû ravaler ses larmes pour paraître forte. Le public, pour la première fois, aperçoit l'ombre derrière la lumière. Une femme seule, meurtrie, tenant debout par miracle. Et c'est précisément au cœur de cette solitude abyssale, dans cette faille intime, que quelque chose d'inattendu va naître. Quelque chose que personne, pas même elle, n'aurait pu imaginer. Après la mort de Philippe, beaucoup pensaient qu'Evelyne resterait seule jusqu'à la fin de ses jours. Et, à vrai dire, elle aussi le croyait. Comment imaginer, après avoir perdu l'homme de sa vie, qu'un autre souffle, une autre chaleur, une autre présence puisse encore entrer dans son univers fissuré? La solitude lui semblait presque logique, une punition douce amère qu'elle acceptait sans lutter. Mais la vie, parfois, a cette manière étrange de déposer une lumière là où l'on ne voyait plus que des ruines. Cela commence simplement. Une rencontre ordinaire, presque banale, comme celle qu'on oublie habituellement le lendemain, sauf que celle-ci, Evelyne ne l'a jamais oubliée. Dans un centre culturel du 7e arrondissement, lors d'une conférence sur la résilience et la maladie, elle fait la connaissance d'une femme. Son prénom, nous le tairons encore, par respect pour sa discrétion farouche, mais appelons-la A, une femme d'une quarantaine d'années, douce, posée, au regard calme. Une femme qui ne la reconnaît pas immédiatement, ce qui surprend Evelyne. « Vous êtes dans le public comme tout le monde », dit-elle simplement avec une sincérité désarmante. Cette phrase, Evelyne l'a souvent racontée à ses proches. Elle dit que c'est la première fois depuis longtemps qu'elle s'est sentie vue, non comme une célébrité, mais comme une personne. Une femme, une âme en deuil. Elles échangent quelques mots, d'abord timidement. Elles parlent de la conférence, du thème du courage, puis d'un livre. Rien d'extraordinaire. Et pourtant, il y a dans cette conversation quelque chose de suspendu, comme une respiration nouvelle. Les semaines passent. Elles se recroisent une fois, puis deux, puis trois. Par hasard, peut-être. Ou peut-être que certaines rencontres sont simplement écrites. A n'a rien du monde télévisuel. Elle n'est pas journaliste, ni productrice, ni attachée de presse. Elle travaille dans le domaine social, auprès de femmes isolées, un métier fait de douceur et de force, un métier qui ressemble à son regard. Ce qui touche Evelyne, au début, ce n'est pas une attirance, c'est un apaisement. A ne lui pose pas de questions intrusives, elle ne commente pas son apparence, elle ne parle pas de TF1, ni de météo, ni de son statut d'icône nationale. Elle parle de livres, de musique, de jardin, de voyages rêvés. Elle parle surtout avec cette attention rare qui donne envie de se confier. Un soir, autour d'un dîner discret, Evelyne se surprend à rire. Un rire vrai, un rire qu'elle n'avait plus entendu sortir d'elle-même depuis longtemps. A lève les yeux, sourit et dit « Ça fait du bien de vous voir légère ». Ce n'est rien, une phrase, mais dans le cœur d'Evelyne, c'est un tremblement de terre. Car elle réalise à cet instant qu'elle n'est plus seulement une femme en deuil. Elle redevient une femme capable de ressentir. Les sentiments naissent toujours comme ça, doucement, sans prévenir. Un café de plus partagé, une promenade dans les jardins du Luxembourg, une main qui effleure l'autre un peu trop longtemps, un silence qui, soudain, dit plus que les mots. Puis un jour, Evelyne comprend. Ce n'est pas de l'amitié, ce n'est plus de l'apaisement, c'est autre chose. Une chaleur nouvelle, une envie troublante de rester plus longtemps, une peur aussi, la peur de ressentir à nouveau. La nuit suivante, elle ne ferme pas l'œil. Elle se retourne dans son lit, le cœur battant. Elle pense à Philippe, elle pense à la société, elle pense à elle-même. Et elle murmure « Pourquoi maintenant ? Car cet amour est beau, mais il fait peur. Il remet tout en question, tout son passé, toute son identité publique, toute sa vie construite sur les normes d'une autre époque. Un matin, au bord de la Seine, Evelyne lui prend enfin la main, un geste simple, un geste minuscule, mais pour elle c'est un pas colossal, une révolution intime. A la regarde, sans parler, ses yeux disent tout,
Je suis là, je ne te juge pas. À cet instant précis, Evelyne comprend qu'elle a deux choix. Continuer à vivre cachée derrière un personnage ou oser être elle-même, enfin complètement. Ce qui va suivre n'est pas simple, pas linéaire, pas immédiat, car aimer à cet âge et aimer une femme, c'est un combat contre le monde, contre les préjugés, mais surtout contre soi-même. Quand un amour naît à 20 ans, on le vit sans réfléchir. Quand il naît à 50 ans, on le savoure. Mais quand il naît à 77 ans et qu'il va à l'encontre de tout ce que la société attend de vous, il devient un vertige, une montagne à gravir, un combat contre le monde et contre soi-même. Pour Evelyne, la réalité s'impose brutalement. Aimer A, c'est accepter de remettre en question toute une vie construite sous le regard du public, une carrière sans scandale, une image irréprochable, une trajectoire que même ses détracteurs reconnaissent comme exemplaire. Mais la question revient sans cesse, obsédante, que va dire la France ? Dans le silence de son appartement, Evelyne tourne en rond. Elle ne dort plus. Elle craint que cet amour, aussi pur soit-il, détruise tout ce qu'elle a mis 50 ans à bâtir. Elle se revoit, jeune speakerine, en 1969, fragile, scrutée, évaluée par des hommes en costume gris qui décidaient du destin des femmes à la télévision. À cette époque-là, un simple divorce pouvait briser une carrière. Alors imaginez, une histoire d'amour avec une femme. Elle pense aussi à sa fille, Olivia. Le jour où elle lui annonce, la gorge serrée, le cœur battant comme une adolescente prise en faute, elle s'attend à une réaction violente. Le silence dure quelques secondes. Puis Olivia prend sa main et dit simplement « Maman, tu as porté les autres toute ta vie. Maintenant, c'est ton tour. » Ces mots la transpercent. Elle pleure. Pas de honte, pas de peur, mais de soulagement. Mais même avec le soutien de sa fille, Evelyne hésite encore. Elle craint le jugement des collègues, des amis, des générations de téléspectateurs qui l'ont transformée en symbole. Elle craint la presse people, toujours avide de sensationnel. Elle craint les commentaires acerbes, les insinuations malveillantes, les moqueries de ceux qui n'ont jamais rien compris à la complexité d'une vie. Et surtout, elle craint de trahir la mémoire de Philippe. Cette pensée la hante. Elle se demande si aimer à nouveau n'est pas une forme d'infidélité posthume, si cet amour émergent n'efface pas le demi-siècle qu'elle a vécu avec lui. Un soir, incapable de trouver le sommeil, elle ouvre une vieille boîte remplie de lettres écrites par son mari. Parmi elles, un mot, jauni par le temps. « Si un jour je pars avant toi, ne reste pas seul. La vie est trop courte pour s'éteindre avec moi. » Elle relit la phrase 3 fois, et pour la première fois, elle comprend qu'il lui donne sa bénédiction, à travers les années. Mais l'épreuve la plus difficile reste celle du regard du public. Pendant des mois, Evelyne vit dans la peur qu'un paparazzo la surprenne avec A, qu'une rumeur éclate, qu'un titre de presse la trahisse. Elle évite les restaurants, les promenades longues, les lieux trop fréquentés. Elle rétrécit son monde, comme si l'amour devait se vivre en cage. C'est A qui, un jour, lui dit doucement « Ce n'est pas ça, vivre, ce n'est pas pour ça que je t'aime. Je veux ton bonheur, pas ta prison. » Cette phrase devient un déclic, une fissure dans le mur de peur qu'Evelyne avait construit autour d'elle. Elle comprend alors que la liberté ne tombe jamais du ciel. Il faut la conquérir, il faut la mériter, il faut la réclamer, même lorsqu'on a 67 ans et que le monde entier pense déjà vous connaître. La décision se prend lors d'un dîner intime, un soir d'hiver, 2 coupes de champagne, une lumière douce, A qui pose sa main sur la sienne, et Evelyne qui murmure « Je suis prête, je veux que ce soit clair, je veux que ce soit dit ». Ces mots-là, c'est le commencement d'une renaissance, la fin de la peur, la première marche vers cette annonce publique qui fera l'effet d'un séisme national. Mais avant la lumière, il reste un dernier pas à franchir, le plus délicat, le plus intime, le plus lourd de sens, dire au monde entier « Voici qui je suis, enfin ». Ce n'est pas dans un studio de télévision, ni dans un magazine People, ni même à travers un communiqué officiel que tout se joue. Non, la scène qui change la vie d'Evelyne Delia se déroule dans un salon calme. Quelques proches réunis autour d'elle, un simple verre d'eau à la main. Elle inspire profondément. Et pour la première fois de son existence, elle décide de parler pour elle, uniquement pour elle. « Ah, je veux que vous sachiez, j'aime quelqu'un, j'aime une femme. Et je ne veux plus cacher ce que je suis. » La pièce reste silencieuse. On entend seulement le tic-tac d'une horloge,
Puis viennent les accolades, les sourires sincères, les mots doux. Des amis de toujours lui disent qu'ils l'admirent, non pour la présentatrice météo, non pour la star télévisée, mais pour la femme debout en face d'eux, qui vient de choisir le courage plutôt que la peur. Cette soirée-là, Evelyne rentre chez elle avec un sentiment qu'elle n'avait pas ressenti depuis la disparition de Philippe. La paix. Une paix profonde, presque physique, comme si un poids gigantesque venait de tomber de ses épaules. Le lendemain, elle passe à l'étape suivante. Une interview soigneusement choisie, un magazine de confiance, une journaliste respectueuse, pas de sensationnalisme, pas de titre racoleur. Seulement une parole vraie. La France découvre alors, stupéfaite et émue, le coming out d'une femme de 67 ans. Un geste audacieux, historique, presque révolutionnaire dans un paysage médiatique où les générations anciennes se sont souvent tues. Les réactions affluent, des milliers de messages, des larmes, des lettres, des témoignages bouleversants de femmes et d'hommes qui, comme elle, ont attendu trop longtemps pour dire qui ils étaient réellement. Certains écrivent « Vous m'avez donné le courage de parler ». D'autres « Merci d'avoir brisé ce tabou ». Et A, dans tout cela, reste la même. Humble, discrète, solide. Elle ne cherche ni lumière, ni reconnaissance. Elle est simplement là, au bon endroit, au bon moment. La présence douce qui, depuis le début, a rendu possible cette renaissance. C'est un matin d'automne, sous un ciel gris perle, qu'Evelyne lui prend la main et dit « Et si on se mariait ? Pas pour faire parler de nous, pas pour choquer, mais pour sceller ce qui nous lie. » A sourit, un sourire calme, empli de tendresse. Elle répond simplement « Oui, le mariage sera intime, presque secret. Quelques proches, triés sur le volet. Pas de caméra, pas de robe extravagante. Seulement 2 femmes qui ont traversé trop de tempêtes et qui, enfin, décident de célébrer le soleil. » Et ce jour-là, au moment d'échanger les vœux, Evelyne ne pense plus à la peur. Elle ne pense plus au jugement. Elle ne pense plus à ce demi-siècle de silence. Elle pense à une seule chose, la liberté. Car la vérité, c'est que la liberté n'a pas d'âge. La liberté n'est pas réservée aux jeunes. La liberté, c'est un choix. Parfois tardif, parfois difficile, parfois douloureux, mais toujours nécessaire. Evelyne Delia n'a pas seulement changé sa vie. Elle a changé la manière dont une génération entière regarde l'amour, le courage et le droit d'être soi. Elle le dit elle-même dans une phrase qui restera sans doute parmi les plus fortes de sa carrière. « J'ai passé ma vie à annoncer le temps qu'il ferait dehors. Mais aujourd'hui, je vous annonce enfin le temps qu'il fait en moi. » Et dans ces mots, il y a tout. La souffrance, la pudeur, la renaissance, l'apaisement. Une vie entière d'émotions contenues qui enfin trouvent leur voie. Et vous, derrière vos écrans, quelle vérité portez-vous encore en silence ? Qu'est-ce que vous n'osez pas dire, à vous-même, à votre famille, au monde, de peur de décevoir, de peur d'être jugé ? L'histoire d'Evelyne n'est pas seulement celle d'une célébrité, c'est celle de chacun d'entre nous, celle de nos secrets, de nos regrets, de nos renoncements, mais aussi de notre possible renaissance. Si cette histoire vous a touché, si elle résonne en vous, alors likez, partagez et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucune des histoires humaines qui, comme celle-ci, peuvent changer notre regard sur la vie. Et dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous choisiriez, vous, si vous aviez enfin le droit d'être totalement vous-même ?